Дорогие студенты, дорогие коллеги, и друзья, я очень рад, что я здесь. Извините, я не могу говорить по-русски, и я буду говорить по-французски. Le sujet dont je vais vous entretenir, qui a donné lieu à l'édition d'un livre dont le titre français est « La visée hégémonique de la Chine, l'impérialisme économique », va donner lieu également à une édition russe. Le titre sera un peu différent, je crois, mais ça devrait sortir dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est de ce livre dont je vais vous parler. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis économiste, alors je vais vous parler d'économie, mais aussi de géopolitique. Et je voudrais vous dire que les économistes ont pris, depuis quelque temps, depuis quelques dizaines d'années, peut-être depuis presque un siècle, de mauvaises habitudes. Ils parlent de sciences économiques, s'imaginant par là qu'ils font tout spécialement de la science. Alors que il y a 2 ou 3 siècles, eh bien, la discipline économique, on lui avait trouvé un nom français qui s'appelait l'économie politique. L'économie politique. Parce que on pensait à cette époque-là, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'on ne pouvait pas dissocier les phénomènes économiques de ce qui ressortait du politique. Que l'économique et le politique étaient indissociables. Nous vivons une période très particulière en ce moment. Il y a une crise d'une extrême gravité qui ébranle le monde. Pas le monde entier, mais en tout cas une bonne partie des pays développés, notamment en Europe et en Amérique. Cette crise est très certainement tout aussi grave que la crise des années 30. Et vous savez fort bien que la crise des années 30 a débouché sur une guerre mondiale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de cela? Bien, parce que justement, la crise que nous vivons, et qui est très grave, est de même nature que la crise européenne des années 30. C'est une crise de l'endettement. Alors revenons, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière, aux années 30. Eh bien, il n'y a pas une crise, mais 2 crises. C'est un petit peu comme s'il y avait un tremblement de terre avec 2 épicentres. Il y a eu un premier épicentre qui était à New York, le krach de 1929. Et puis, il y a eu la réplique tout aussi importante en Europe, mais d'une nature différente. Quelle était donc la nature de la crise américaine qui a été inaugurée en quelque sorte par ce krach de la bourse de New York de 1929? Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, les nations européennes s'étaient endettées, particulièrement la Grande-Bretagne, la France, l'Italie s'étaient endettées par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis avaient exporté énormément de biens vers l'Europe, des biens alimentaires, des biens industriels, de l'armement, un peu de tout. La guerre terminée, les Américains ont continué à exporter vers l'Europe, mais un peu moins. Et puis, il y a eu à l'intérieur même de la société américaine un changement dans la répartition entre les partenaires sociaux, en quelque sorte, entre ceux qui touchaient les profits et ceux qui touchaient les salaires, entre capitalistes et salariés, si vous voulez. Et ce changement dans la répartition s'est fait au profit du capital, au détriment du travail. Mais comme vous le savez, eh bien, les profits donnent lieu à des investissements et les détenteurs de profits consomment en proportion de leurs revenus moins que les salariés. Par conséquent, qu'est-il arrivé?
il y avait des profits élevés, donc des investissements élevés, et dans le même temps, la demande globale en Amérique s'essoufflait, diminuait. Pourquoi? Parce que les salariés avaient moins à dépenser et parce que aussi l'Amérique exportait moins vers l'Europe parce que la guerre était terminée. Elle exportait encore beaucoup, mais moins. Et par conséquent, d'un côté, des investissements, donc une production de plus en plus importante, et de l'autre, des revenus qui stagnaient face à cette production de plus en plus importante. On a appelé ça de la surproduction. Un beau jour, les gens se sont rendus compte que les espérances de profit des entreprises n'étaient pas à la mesure de la valorisation que la bourse donnait à ces entreprises, et ça a été le crack, l'effondrement brutal de la bourse, et ça a été, la conséquence de cet effondrement de la bourse américaine a été le resserrement du crédit aux États-Unis. Immédiatement, on a augmenté les taux d'intérêt en Amérique. Et quelle a été la conséquence pour l'Europe? Eh bien, l'Europe était endettée vis-à-vis des États-Unis, je vous l'ai dit, et l'Europe était, pour son commerce extérieur, déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Par conséquent, ce qui se passait, c'est que les États, les villes, les régions européennes qui étaient en voie de reconstruction et qui avaient emprunté auprès de banques américaines en émettant des obligations, eh bien, tous ces émetteurs d'obligations, lorsque celles-ci arrivaient à échéance, qu'il fallait rembourser, le faisaient au moyen de l'émission de nouvelles obligations. Manque de chance, avec l'effondrement boursier et la hausse des taux d'intérêt, le robinet du crédit américain se ferme, peut-être pas totalement, mais en grande partie. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que des banques, des institutions, des régions ne peuvent plus payer, ne peuvent plus faire face à leurs échéances, et cela a commencé par une banque à Vienne, le Kreditanstalt de Vienne, qui tombe en faillite, et ensuite, ça a été, la crise s'est propagée dans toute l'Europe. Vous voyez que là, ça n'est pas une crise de surproduction, c'est une crise de l'endettement. Un beau jour, lorsque vous êtes très endetté, eh bien, un beau jour, comme la Grèce aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire face à vos échéances. C'est très grave de s'endetter. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'Europe. Vous connaissez la suite, le chômage, la montée du chômage, les faillites en cascade, et une période qu'on a appelée d'ailleurs la Grande Dépression. Eh bien, de nos jours, c'est exactement... Donc vous voyez que la cause de cette crise européenne, finalement, c'est l'endettement. Et cet endettement, il trouve sa racine dans un déséquilibre majeur du commerce extérieur, un déséquilibre transatlantique. L'Europe était déficitaire, les États-Unis étaient excédentaires. Eh bien, qu'observons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous observons la même chose, le même déséquilibre mondial des échanges commerciaux, mais cette fois-ci, les rôles ne sont pas les mêmes. Dans le rôle des États-Unis de jadis, qui étaient largement excédentaires et créanciers du monde et de l'Europe, on trouve aujourd'hui la Chine. Dans le rôle de l'Europe de jadis, qui était déficitaire dans son commerce extérieur et qui était endettée, de plus en plus endettée, eh bien, on trouve l'ensemble Europe de l'Ouest, tout au moins, et États-Unis, aujourd'hui. Avec, dans l'un et l'autre cas, une façon de faire très peu coopérative de la part du créancier. Les États-Unis, qui avaient un commerce extérieur excédentaire, en pleine conférence de Londres monétaire en 1933, claquent la porte de la conférence et de façon unilatérale décident de dévaluer leur monnaie par rapport au dollar, alors même qu'il eût fallu, pour rétablir l'équilibre des échanges, faire exactement l'opération inverse. C'était une agression délibérée contre l'Europe. Eh bien, je prétends que la Chine n'a pas du tout un comportement coopératif dans les relations qu'elle a avec l'ensemble Europe-États-Unis aujourd'hui. Mais, me direz-vous, mais
pourquoi donc cette insistance que j'ai mis à parler du commerce extérieur? Eh bien, si vous le voulez bien, j'ai remonté un petit peu dans l'histoire au cours des années 30. Eh bien, maintenant, je vais remonter encore plus fort, de 4 ou 5 siècles en arrière, à ce qu'on a appelé l'époque mercantiliste. Aux environs de l'an 1500, il se passe des choses en Europe très importantes et on va avoir véritablement un basculement. Je pense qu'on peut dire que depuis le XVIe siècle, l'histoire économique du monde a été dans une très large mesure une histoire du mercantilisme. Alors pourquoi? Pourquoi cette date? Alors, symboliquement, évidemment, 1492, Christophe Colomb, l'Amérique, tout ça. Ben, c'est très important. Il y a des innovations technologiques qui font qu'on fait des progrès de navigation fantastiques. On peut désormais construire des bateaux qui traversent les océans. Et puis, il y a des grands explorateurs qui découvrent le monde et, à la suite de cette découverte du monde, eh bien, va se développer un commerce lointain qui sera de première importance. Et ce commerce lointain, ce commerce extérieur, international, va structurer les relations entre les pays qui sont à l'époque ce que nous appellerions les pays les plus développés, et tout particulièrement, mettons, au XVIIe siècle, l'Angleterre, la France et la Hollande. Eh bien, à la suite de cela, il va y avoir un ensemble de représentations économiques, appelons cela des théories. Et on les baptisera, ces théories, des théories mercantilistes. Mais en réalité, elles sont très diverses. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le mercantilisme espagnol. Et l'idée du mercantilisme espagnol, l'idée essentielle, c'était de dire qu'il faut faire rentrer de l'or dans le pays, parce que l'or, c'était le symbole de la richesse, et tout ira bien. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Espagnols. Ils ont pillé les trésors de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine, et ça a finalement eu comme conséquence, non pas de faire la richesse de l'Espagne, mais d'être à l'origine, au contraire, de son déclin. Parce que l'or qui arrivait dans les galions espagnols, pour le roi d'Espagne, était utilisé à quoi donc? À payer des soldats espagnols qui étaient aux Pays-Bas ou qui étaient en Italie du Nord, ou bien alors à acheter des biens que produisaient des manufactures en France ou en Angleterre. Et donc cet or ressortait et ne créait pas de la richesse en Espagne et ne provoquait pas le développement de manufactures en Espagne. C'est c'était là une fausse piste pour le développement de l'Espagne. Et l'Espagne, d'une certaine façon, ne s'en est pas remis. Il y avait l'autre méthode, la méthode qui a été développée en France par un grand ministre qui s'appelait Colbert, qui était un ministre de Louis XIV. Malheureusement, Louis XIV, au bout de 30 ans de bons et loyaux services, l'a remercié, et ce qu'il n'a pas fait de mieux pour la France, en tout cas. Et en Angleterre, ça a été aussi le développement des manufactures. Quelle était la base de cette théorie? Ben, cette théorie, c'était que finalement, l'or, c'était important, il fallait faire rentrer de l'or, mais ce qui était encore plus important que l'or, c'était les hommes. Que les richesses, elles étaient produites par les hommes. Et par conséquent, lorsque les mercantilistes anglais, et notamment le plus éminent d'entre eux, qui s'appelle William Petty, et qui a produit un livre que je vous recommande, parce que je suis dans une institution où on fait de la science politique, ce William Petty a fait un livre qui s'appelle « L'arithmétique politique », 1671. Eh bien, c'est un petit chef-d'œuvre, l'arithmétique politique. Eh bien,
William Petty nous dit qu'il faut faire rentrer de l'or, mais il faut traduire cela. Ça veut dire qu'il faut être exportateur. Il faut que les exportations soient supérieures aux importations. Et c'est cela la clé de la richesse et de la puissance, parce que les deux sont liés, richesse et puissance. Richesse et puissance, vous trouvez évidemment la thématique économie politique. Richesse, économie, puissance, politique. Et donc, ce que va préconiser William Petty, il va faire comme théorie, le développement des manufactures, faire en sorte que l'Angleterre soit la plus performante du point de vue de ses manufactures et de sa marine à la fois marchande et de guerre, parce que la vie sur les océans, pour exporter, il faut envoyer des bateaux, mais c'est très dangereux, il y a des pirates, il y a des corsaires, tout ça, sans compter les tempêtes naturellement. Donc il faut une marine de guerre pour protéger le commerce transatlantique. Et par conséquent, vous avez là la base d'une union intime entre une classe de commerçants, de négociants, devrais-je dire, industriels et armateurs, hein, qui ont des compagnies de navigation, qui font le commerce lointain, et l'État. L'État qui prélève une part des bénéfices que font ces industriels et ces commerçants et ces armateurs, et qui en retour leur assure la sécurité. Voilà quelle était la théorie, en quelque sorte, qui est exposée très clairement par William Petty, et que cite d'ailleurs abondamment Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais Max Weber est beaucoup plus embrouillé. Lisez William Petty, c'est bien mieux que Max Weber, de mon point de vue d'économiste borné peut-être. Alors, eh bien, si vous voulez, le problème c'est que dire il faut que l'or rentre, c'est-à-dire il faut qu'on ait des excédents commerciaux, ça ne peut pas être étendu à tous les pays. C'est par nature une doctrine très agressive, parce que si certains pays sont excédentaires sur le plan de leurs échanges extérieurs, d'autres pays, nécessairement, parce que la Terre est ronde, et c'est comme ça, seront déficitaires. Et par conséquent, eh bien, autour de ces questions économiques d'excédents ou de déficits commerciaux vont se nouer des conflits qui sont terribles, des conflits qui se solderont par des guerres récurrentes. Il suffit d'en donner quelques exemples, notamment toutes les guerres de la période napoléonienne peuvent être expliquées et sont expliquées par un économiste, notamment allemand, qui appartient à un courant qu'on appelle l'école historique allemande, qui s'appelle Friedrich List. Et List explique très bien, et pourtant il n'avait pas lu William Petty, mais il retrouve exactement les conclusions finalement de William Petty, et il montre comment la politique de l'Angleterre a été une politique impérialiste, bien sûr, pour dominer ce que William Petty appelait le monde du commerce, et finalement passer avec différents pays, que ce soit le Portugal, l'Inde ou ce qui était sa colonie américaine, des accords ou avoir des pratiques complètement inégales, sans parler bien sûr des guerres de l'opium un peu plus tard au XIXe siècle. Eh bien, revenons donc à la période d'aujourd'hui. Ce qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui caractérise la période d'aujourd'hui, c'est un immense déséquilibre commercial entre, d'une part, la Chine et, d'autre part, les vieilles nations développées. Alors, comment ce déficit commercial est-il arrivé? Il est arrivé premièrement par l'inconscience des hommes,
par une croyance. C'est la croyance qu'on peut faire une libéralisation, comme on dit, du commerce mondial sans plus de précautions, et qu'on peut mettre et qu'on peut libéraliser le commerce entre des pays qui ont des niveaux de salaire extrêmement différents. Aucune théorie économique sérieuse ne valide un tel résultat. Ceci est de l'ordre de la croyance, mais cette croyance nous est présentée par les politiques depuis des années, et je dirais même depuis 3 ou 4 décennies, comme quelque chose de scientifiquement assuré. Eh bien, en accord avec l'un de mes vieux professeurs qui est mort il y a un peu plus d'1 an et qui a eu le prix Nobel, mais Maurice Allais disait que c'était de la folie de libéraliser le commerce mondial tel qu'on l'avait fait sans autre précaution depuis le milieu des années 1970, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Avec l'un de mes co-auteurs, mon co-auteur, Antoine Brunet, discutait en 2005 ou 2006 avec un dirigeant d'une grande multinationale, française d'ailleurs, mais enfin ayant des usines un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis et en Chine. Et dans une réunion, ce monsieur dit à Antoine Brunet, dites-moi quel est l'écart de salaire d'un ouvrier non qualifié entre les États-Unis et... pas les écarts de salaire, le prix horaire du travail, excusez-moi, le prix horaire du travail. Le salaire, c'est autre chose. Le prix horaire du travail entre un ouvrier non qualifié chinois et un ouvrier non qualifié aux États-Unis, sachant que les mêmes processus technologiques étaient mis en œuvre dans les différentes usines du groupe. Et mon ami Antoine Brunet se croyait audacieux en disant « c'est de 1 à 40 ». Et l'autre lui a répondu « vous n'y êtes pas, c'est de 1 à 80 ». Voilà. Il est fort possible que depuis, c'était en 2005 je crois, il est fort possible que depuis ça ait évolué et que peut-être qu'aujourd'hui c'est de 1 à 40 ou de 1 à 50. Mais ça vous montre quand même l'ordre de grandeur. Parce que, souvenez-vous d'une chose, il faut quand même avoir des ordres de grandeur en tête. À la fin des années 90 et au début... à la fin des années 90, oui, dans le courant des années 90, le Mexique a eu un développement extrêmement fort. Et grâce à quoi? Le Mexique a eu un développement fort grâce à des délocalisations d'entreprises, d'entreprises américaines qui s'installaient sur le territoire du Mexique parce que les salaires, le coût horaire du travail était 9 fois, à cette époque-là, 9 fois inférieur au Mexique que ce qu'il était aux États-Unis. Et ça justifiait des délocalisations des États-Unis vers le Mexique et donc l'industrialisation du Mexique. Mais à partir, si en 2004-2005, l'écart de salaire est de 1 à 80 entre les États-Unis et la Chine, eh bien, vous pouvez concevoir que c'est à ce moment-là de 1 à 9 entre le Mexique et la Chine, parce que 9 fois 9, ça fait 81, chipotons pas, je donne des ordres de grandeur, et que par conséquent, ce qui avait justifié des délocalisations des États-Unis vers le Mexique, justifie alors des délocalisations du Mexique vers la Chine, et c'est bien ce qui se passe, c'est bien ce qui s'est passé, si vous voulez. La croissance magique du Mexique a cessé et au contraire, on a observé la montée du chômage avec tous les éléments de déstructuration sociale auxquels ça peut donner lieu, notamment, vous le savez très bien, avec ces cartels de la drogue qui font la pluie et le beau temps dans certaines villes, une montée fantastique de la criminalité qui fait que le Mexique est un pays extrêmement, l'un des pays sans doute les plus dangereux dans le monde.
Donc vous voyez, on a libéralisé le commerce mondial sans précaution, en mettant ensemble des pays qui étaient trop différents les uns des autres, alors qu'il fallait faire des groupes de pays et libéraliser le commerce par groupe de pays pour des groupes relativement pas trop hétérogènes. Alors, c'est ainsi que Maurice Allais, dans un livre qui s'appelle, publié en 1999, il publie un livre qui s'appelle « La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance ». Je répète, la destruction des emplois et de la croissance. C'est fort, ça, comme image. Et c'est bien ce qui se passe. Depuis la fin des années 90, un mouvement accéléré de désindustrialisation affecte aussi bien l'Amérique du Nord que l'Europe de l'Ouest, qui perdent petit à petit, mais sûrement, leur industrie. Et ce mouvement, qui a été voulu par les dirigeants européens, et notamment ceux de Bruxelles, et notamment par un homme qui s'appelle Jacques Delors, qui a eu la responsabilité pendant 10 ans de la Commission européenne, et dont le chef de cabinet Pascal Lamy est aujourd'hui directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Ces gens-là ont une lourde responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui. Ils ont une lourde responsabilité dans cette destruction de l'économie qui est celle qui affecte l'Europe et l'Amérique. Et les États-Unis, avec une belle inconscience, au temps du président, à la fin du deuxième mandat du président Clinton, ont accepté le principe en 1999 de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Alors qu'est-ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce? Ben, c'est un club. C'est un club chargé de promouvoir le libre-échange. Eh bien, dans ce club, on a fait rentrer la Chine, et quand on est membre du club, on ne peut plus se protéger, on ne peut plus dresser des taxes à l'entrée contre les produits des membres du club. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. On a fait rentrer le loup dans la bergerie ou le renard dans le poulailler. Et un renard dans le poulailler, ça mange les poules. Eh bien, c'est ce qui arrive avec l'entrée de la Chine en 2001, mais la décision est de principe est de 1999, qui entre en 2001 à l'OMC. À partir de cette année-là, les exportations chinoises vers l'Europe et les États-Unis s'envolent. Elles s'envolent. Et que se passe-t-il? Eh bien, la désindustrialisation de l'Europe et des États-Unis s'accélère et, par conséquent, de plus en plus, les entreprises américaines, eh bien, commandent, sous-traitent des productions en Chine. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui a une grosse importance, c'est que d'une certaine façon, la Chine va imiter le Japon. Elle se sert à la fois de ses bas salaires, mais pas seulement de ses bas salaires. Elle va s'appuyer sur un protectionnisme monétaire dont je vais vous parler. Mais, comme avait fait le Japon, jusque dans les années 80. Mais la Chine va continuer là-dessus. Elle va prendre exemple sur le Japon et par conséquent faire, grâce à son protectionnisme, je dis bien protectionnisme, à base de dumping monétaire, elle va faire des excédents considérables, des excédents commerciaux, et ces excédents commerciaux, ça veut dire des déficits commerciaux considérables, notamment pour les États-Unis. Eh bien, un déficit commercial, c'est directement attentatoire à la croissance. C'est un pays qui subit année après année un déficit commercial important est nécessairement un pays qui est handicapé sur le plan de sa croissance.
Alors, comment un tel pays qui est handicapé peut-il s'en sortir et peut-il malgré tout avoir un petit peu de croissance économique? Ben, ça a été la méthode de M. Greenspan dans les années 2002-2007 qui ont précédé le déclenchement de la crise. C'était de favoriser l'endettement privé, l'endettement public, pour stimuler la demande intérieure. Et à cette époque-là, les ménages américains avaient une épargne zéro, une épargne nulle. Ça veut dire que à chaque trimestre, eh bien, l'ensemble des agents économiques des États-Unis dépensaient davantage que les revenus qu'ils avaient, et bien davantage que les revenus qui avaient été gagnés durant la période précédente. Eh bien, cela était possible comment, me direz-vous? Ben, par deux moyens. Un, de la création monétaire, on émettait des dollars, et deuxièmement, par des emprunts d'État qui étaient placés auprès de créanciers extérieurs. Et qui étaient les créanciers extérieurs qui pouvaient acheter des bons du Trésor américain? Ceux qui avaient un commerce extérieur excédentaire, évidemment, la Chine et les Émirats, les pays pétroliers. C'était eux qui achetaient les bons du Trésor américain. Grâce à cela, grâce à ces achats, les taux d'intérêt longs américains pouvaient être bas, et du fait que les taux d'intérêt à la fois longs et courts, mais les courts ils sont fixés par la Banque centrale, mais du fait que les taux d'intérêt longs étaient également bas, c'était très favorable au développement du crédit. Et le crédit, pour les ménages, ça veut dire quoi? Ben, essentiellement, les ménages qui font du crédit, il y a le crédit à la consommation, me direz-vous, mais oui, pour acheter une voiture ou un poste de télévision, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important dans le crédit auprès des ménages, c'est l'immobilier, c'est le crédit pour acheter des logements. Eh bien, c'est ce qui s'est développé aux États-Unis, et avec les conséquences que vous savez, c'est-à-dire que la finance a fait des prodiges, on a inventé des nouveaux produits financiers, on a parlé d'innovation financière. Et les gens de la finance étaient très ravis de parler de cela et de leur imagination qui était extrêmement fertile. Eh bien, cela a signifié qu'on a endetté des couches de la population qui étaient insolvables, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas rembourser. Alors évidemment, tant que le prix de l'immobilier montait, on leur disait ben, vous vous endettez, mais ce n'est pas grave. Dans 2 ans, dans 3 ans, le logement sur lequel vous vous endettez vaudra le double de ce qu'il vaut actuellement, vous pourrez le revendre, vous ferez du bénéfice, etc. Et donc tout le monde était très content, mais jusqu'au jour où la bulle monte et tout d'un coup la bulle éclate naturellement. C'est une image, hein, l'image de la bulle, vous l'aviez compris. Et ça a été le début de la crise qui démarre fin 2007. Mais nous y sommes dans la crise, hein, on n'en est pas sorti. Et cette crise, évidemment, a gagné l'Europe. Alors, l'endettement aux États-Unis était d'abord un endettement, il était à la fois public parce que l'État était endetté avec des bons du Trésor, il était également privé, comme je vous le disais, et puis il a fallu sauver les banques, et donc l'État, via la Banque centrale américaine, a émis des dollars pour sauver le système bancaire américain, le système financier, et de ce fait, une grande partie de l'endettement privé a renforcé encore davantage ce qu'était l'endettement public. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une crise latente, potentielle, énorme de l'endettement public. Eh bien, en Europe aussi. Alors, l'Europe avait pratiqué les deux. En Espagne, c'était plutôt l'endettement privé, notamment avec l'immobilier, qui a débouché, qui a donné lieu à une bulle. Dans d'autres pays, ça a été, notamment la Grèce, l'endettement public. Et de toute façon, ça dérive d'une manière ou d'une autre vers l'endettement public. Et nous en sommes là en Europe avec une crise extrêmement grave de l'endettement public. Et donc, les gens
de certains collègues, je me souviens américains notamment, avec lesquels Antoine Brunet et moi nous nous sommes heurtés. C'était en 2006, j'avais organisé à Nice une petite rencontre franco-américaine, et il y avait là Jimmy Galbraith. Jimmy Galbraith est le fils de son papa. Son papa s'appelait John Kenneth Galbraith. C'était un grand économiste, prix Nobel, un ami de la famille Kennedy, enfin c'était grand style. Mais le fils ne vaut pas le père, et donc on disait, mais le taux de change de la Chine, ça ne va pas du tout. La Chine fait du dumping de change qui lui permet d'avoir des excédents commerciaux monstrueux avec le reste du monde, et donc le reste du monde a des déficits commerciaux monstrueux qui constituent un handicap pour leur croissance. Et Galbraith nous a dit, mais non, c'est purement notionnel cette affaire-là. Le créancier ne posera jamais de problème, il ne demandera pas le remboursement de ses dettes. Le créancier a besoin de continuer à prêter. Eh bien, on voit bien de nos jours, par le comportement qui est celui de la Chine, j'ignore ce qui s'est dit hier à Cannes, mais je doute que la Chine soit disposée à ne pas poser ces conditions en ce qui concerne l'utilisation des créances qui sont les siennes. Hein, et je pense que, or, il faut savoir que désormais, la Chine a une situation de quasi-monopoleur en ce qui concerne le rôle de créancier. C'est le seul grand pays créancier dans le monde désormais. À elle seule, la Chine a un total de réserves qui se monte à 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. C'est-à-dire de l'ordre de 40% du total des réserves mondiales de change. Voilà. Et donc, qui a les moyens de prêter à l'Europe? Ce n'est pas les États-Unis. Qui a les moyens de prêter aux États-Unis? Ce n'est pas l'Europe. Qui a les moyens de prêter aux uns ou aux autres? C'est la Chine. Mais alors à des conditions qui seront celles de la Chine, il ne faut pas se le dissimuler. Et plus on diffère, plus les pays occidentaux diffèrent le moment où il faudra cesser d'accepter la guerre économique qui leur est faite et dire il faut se battre pour rétablir l'équilibre du commerce mondial, tant qu'ils ne feront pas cela, la situation pour eux va empirer. Alors vous me direz, mais comment se fait-il que la Chine puisse continuer à accumuler comme cela des excédents commerciaux? Pourquoi il n'y a pas de mécanisme dans les échanges monétaires qui permettent, via le taux de change, de rétablir l'équilibre des échanges commerciaux? Eh bien, vous devez prendre en considération une chose, c'est que politiquement, la Chine est un pays totalitaire. Pas seulement autoritaire, mais totalitaire. C'est-à-dire que et notamment cela se traduit sur le plan monétaire par deux choses. Par un contrôle d'échange drastique, très rigoureux, que seul un pays totalitaire peut se permettre. Parce que justement, tout est contrôlé en ce qui concerne les entrées et les sorties de capitaux. Et la Chine pratique une manipulation permanente du cours de sa monnaie. Alors, comment cela se passe, hein? Eh bien, je vous ai dit, elle est excédentaire dans son commerce extérieur. Bien sûr, le marché d'échange de Shanghai, parce qu'il y a un marché d'échange à Shanghai, vous pensez bien. Sur le marché d'échange, qu'est-ce qui arrive? Il y a des exportateurs chinois qui ont beaucoup de devises à offrir, des euros, des dollars, des francs suisses, des dollars canadiens, etc. Et puis, il y a des importateurs chinois qui ont besoin d'acheter des dollars, des euros, etc. Mais, en quelque sorte,
les importateurs sont moins importants que les exportateurs, puisqu'il y a un déséquilibre commercial très important. Si la Banque centrale de Chine n'intervenait pas et laissait le fonctionnement libre du marché, que se passerait-il? Eh bien, il y aurait immédiatement, les gens achèteraient, il y aurait des capitaux qui afflueraient de l'extérieur et qui achèteraient des yuans, de la monnaie chinoise. Et immédiatement, la monnaie chinoise prendrait l'ascenseur et s'élèverait. Ça, c'est le modèle qui existe lorsque il y a la liberté de circulation des capitaux, comme ça existe en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Mais justement, ça n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, que fait la Banque centrale de Chine? Eh bien, tous les dollars, tous les euros qui sont en excédent, elle les achète de telle sorte, elle fixe elle-même son niveau d'intervention, de telle sorte que le taux de change du yuan par rapport au dollar soit fixe. Actuellement, il doit être autour de 6 yuan 50 pour 1 dollar. Pendant pas mal d'années, ça a été 8,28. Mais avec un tel taux de change, eh bien, les échanges entre la Chine et le reste du monde sont très largement déséquilibrés. C'est cela qui permet à la Chine de faire ces échanges, ces excédents commerciaux qui déstabilisent le monde. Et par conséquent, c'est cela qu'il faut refuser. Vous le savez, à Bretton Woods, en 1944, il y a eu une grande réunion de 44 pays, non, je ne sais plus, 40 ou 50 pays, qui ont jeté les bases d'une nouvelle organisation économique du monde. Et finalement, comme les Américains étaient les plus forts, ça n'est pas du tout le projet de John Maynard Keynes qui a été accepté, c'est le projet américain qui était proposé par un certain monsieur White, qui a été accepté et qui a fait du dollar la monnaie du monde, mais le dollar, à cette époque-là, était dans un rapport fixe avec l'or. Et par ailleurs, le dollar était convertible en or pour les banques centrales. Et donc, et d'ailleurs, le général de Gaulle ne s'en est pas privé. Un beau jour, dans les années 60, de Gaulle a envoyé les dollars de la Banque de France aux États-Unis pour récupérer l'or correspondant. Et donc, en 1971 et 1973, ça s'est fait en 2 fois, les États-Unis, de façon unilatérale, sont revenus sur les accords de Bretton Woods et sur les accords qui avaient créé un certain nombre d'institutions, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et peu de temps après aussi le General Agreement on Trade and Tariff, le GATT, qui ensuite, plus tard, est devenu l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, donc en 71-73, c'est la fin de Bretton Woods. Et figurez-vous que ça a une importance, cette fin de Bretton Woods. C'est parce que, finalement, il y avait 2 institutions qui étaient chargées de réprimer ce que j'appellerais le protectionnisme. Il y avait le GATT, enfin, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, qui réprimait ce que j'appellerais le protectionnisme douanier, classique. Les taxes à l'entrée, les subventions aux exportations. Et puis, il y avait une autre institution, qui était le Fonds monétaire international, et qui vérifiait, parce qu'à cette époque-là, les taux de change entre les pays étaient fixes, ils n'étaient pas fluctuants comme aujourd'hui, et le fonds, l'une des missions, pas la seule bien sûr, mais l'une des missions du Fonds monétaire international était de vérifier que les taux de change des différents pays étaient loyaux, fairs. Et par conséquent, le Fonds monétaire international jouait un peu le rôle de gendarme du protectionnisme monétaire. Si des pays avaient une monnaie sous-évaluée et faisaient par conséquent, année après année, des excédents commerciaux répétés,
ces pays-là étaient incités à réévaluer leur monnaie, et réciproquement, si des pays faisaient des déficits commerciaux répétés, ils étaient incités, au contraire, à dévaluer leur monnaie de telle sorte que, bon an, mal an, il n'y ait pas de trop grosse distorsion dans les échanges commerciaux du monde. Mais justement, à partir du début des années 70, 71, 73, ce système-là part en morceaux puisqu'il n'y a plus qu'une institution qui réprime le protectionnisme, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui réprime uniquement la variante protectionnisme douanier. Et on ne s'intéresse plus au protectionnisme monétaire parce que maintenir par les moyens que je disais tout à l'heure, par le contrôle d'échange et des interventions de sa banque centrale, maintenir une monnaie sous-évaluée, c'est une agression protectionniste. C'est du protectionnisme extrêmement agressif. Et c'est cela que fait la Chine en permanence.